que je fais, parce que je ne peux donner des exemples que je connais bien, et ce que je connais bien, c'est ce que moi-même je suis. Ce n'est que l'échantillon de ce qui représente le Congo. Donc ce n'est pas une politique ethniciste que je suis en train de faire, mais ce n'est qu'une référence. Mais en tout cas, je ne suis pas dans cette ligne de ceux qui ont comme programme l'ethnie ou la région ou la tribu. Moi, je vous ai donné ce que nous comptons faire. Nous avons un projet de société. Moi, je n'arrive pas au pouvoir sans projet de société pour, après, une fois au pouvoir, que je cherche le projet de société, comment gouverner. Moi, j'ai un programme. Une fois aujourd'hui, quand on me dit de gouverner, demain, je sais ce que j'ai à faire. Voilà. Si Lilo Niangou le permettait, j'aimerais vous poser trois questions succinctes et avec des réponses un peu rapides. Est-ce que vous avez l'impression que le président Kabila n'est pas un président légitime et que c'est un président qui est en place parce qu'il est soutenu par l'extérieur? Je viens de démontrer de A jusqu'à Z que les élections étaient des similacres des élections. Je viens de démontrer que, bien que les élections ont été truquées, qu'on a mis en place quelqu'un qui ne devrait pas être, parce que d'après nos centres de compilation, on donnait Jean-Pierre Bemba 52%, on a été surpris. Malgré cela, on a accepté cela pour qu'il gouverne, pour préserver notre pays, parce que vous savez, il y avait des agendas cachés sur la division de notre pays entre Est et Ouest. Donc, je pense que c'est un président voulu, par rapport à ce que j'ai démontré, que c'était une conspiration au niveau international pour nous l'imposer. Mais il avait toutes les possibilités de se rattraper. Ça veut dire qu'à partir du moment où il est arrivé au pouvoir, et on l'a accepté, il devait quand même mettre en place une politique dans l'inspiration des attentes de la population, c'est-à-dire la politique d'un pays démocratiquement, la politique qui va répondre aux normes standards de la démocratie moderne. Moi, je pense que dans le début de son mandat, ce que je vois, ce n'est pas en tout cas cela. Donc... Mais M. Nimba Demansele, est-ce que vous ne pensez pas que M. Kabila a fait quand même une ouverture politique dans son gouvernement? Parce qu'il y a des gens qui viennent des divers horizons. Mais je crois que si vous suivez le Premier ministre Antoine Kizenga, il a fait une déclaration dernièrement que le gouvernement ne devait prendre que les gens qui ont fait campagne pour le président Kabila. Cela veut dire quoi? Cela voudrait dire que le Congo est politisé. Ce que j'ai dit tout à l'heure, l'adhésion à un parti politique, en l'occurrence les partis politiques AMP, c'est-à-dire le regroupement AMP, devient un critère de compétence pour gouverner ou pour accéder à une fonction. Il y a une question qui me trotte en tête, surtout quand on voit la situation du Congo, quand on voit ce qu'est de la situation de l'Angola, quand on voit ce qu'est de la situation de la Sierra Leone, celle qui est la situation de la Côte d'Ivoire en ce moment. Et on a tendance à vouloir arriver au pouvoir avec les armes. Vous êtes la mouvance de Jean-Pierre Bemba. Et de quelle légitimité pensez-vous disposer quand, que ce soit Kabila ou que ce soit Jean-Pierre Bemba, vous tapissez la route du pouvoir et du sang des victimes innocentes? Donc vous êtes de la mouvance de Jean-Pierre Bemba ou bien vous avez fait des calculs pour une opération électorale? Je dis ceci, que le deuxième tour, notre parti, le RDP, a signé avec l'Union pour la Nation pour les élections pour soutenir Jean-Pierre Bemba aux élections, pour le deuxième tour des élections présidentielles. Donc, dans la mouvance de Jean-Pierre Bemba, c'est MLC et les autres. Mais nous sommes une plateforme qui regroupe beaucoup de gens d'ailleurs. Donc, nous sommes dans un groupe, comme on dit par exemple en Grande-Bretagne, il y a les travaillistes, il y a les conservateurs. À un moment donné, notre pays a été divisé en deux, entre ceux qui sont allés dans AMP et ceux qui sont restés. Il y a aussi de même, mais qui ne se sont pas exprimés, mais en tout cas, le pays était divisé. Donc vous n'êtes pas dans la mouvance politique de Jean-Pierre Bemba, mais c'est juste des accords. Nous avons signé des accords pour le deuxième tour électoral au niveau de l'Union pour la nation. Voilà, d'où le sens de ma question. De quelle légitimité pensez-vous disposer quand vous soutenez des gens
aussi bien Kabila que Mbemba, qui aspirent à arriver au pouvoir en utilisant les armes et en tapissant le chemin de leur route vers le pouvoir de sang de victimes innocentes. Oui, parce que c'est un cercle de polichinelle, hein, que ce soit Kabila, que ce soit Bemba, ils ont pris les armes. Oui. Moi, je crois que donc c'est vrai, on a condamné, moi, avec les interviews et tout ce que vous avez eu à suivre dans mes déclarations, dans les journaux, dans les radios, dans les télévisions, j'ai toujours condamné cela. Depuis, je dis que donc on ne doit pas donner caution, on ne doit pas donner l'argent, on ne doit pas payer les belligérants. Ça, c'est pour parler du gouvernement de transition. Donc on a parlé des 1 plus 4, c'est-à-dire qu'on devait rémunérer ceux qui ont fait la guerre, alors qu'il y en a d'autres qui sont restés comme les gens du DPS qu'on les a écartés. Donc je condamne la violence. Mais je pense aussi que dans un pays comme le nôtre, si pour avoir la paix, il faut que vous deveniez, les Congolais deviennent les valets de l'étranger, alors j'ai toutes les raisons pour faire la guerre. Alors, mais maintenant, est-ce que ce n'est pas contradictoire? Non, non, je dis ce que je dis. S'il faudrait que, pour que les Congos vivent dans la paix, il faudrait qu'ils deviennent les valets de l'étranger, là, ça ne marche pas pour moi, ça c'est moi. Mais par contre, je condamne tout ce qu'on fait la guerre. Alors, le plus important aujourd'hui, ce n'était plus le fait qui a fait la guerre et qui ne l'a pas fait. Le plus important maintenant, c'était ils ont fait la guerre, quel est l'avenir qui les réserve les lendemain pour le Congo. C'est ça que tout le monde aspirait. C'est celle-là où tout le monde a mis l'espoir au lendemain meilleur pour la Troisième République, qui se voulait démocratique. Et c'est là où nous dénonçons que ce n'est pas cela qu'on nous montre aujourd'hui en dépit de cela. Et c'est pour ça que nous dénonçons pour que ça puisse changer. Nous voulons enterrer tout ce qui s'est passé. C'est vrai, il y a des procès, d'accord, c'est pour la réconciliation. Déjà, au niveau des gouvernements de transition, c'était un échec. On est arrivé au pouvoir, il y avait la possibilité de rassembler et de mener une politique d'un État de droit, plutôt que de basculer encore dans un régime autocratique. C'est cela. Donc, par contre, je condamne arriver au pouvoir par les armes. J'ai été au sein de l'IDPS à l'époque, j'étais le président sectionnel de l'IDPS jusqu'en 1996. Vous savez, la philosophie politique de l'IDPS, c'est la non-violence. Donc j'étais issu, et au sein des RDP, nous croyons à l'homme. Nous mettons la valeur sur l'homme. Or, la guerre, c'est le perdant. Les victimes, première victime, c'est l'homme. Donc nous condamnons toute agression, toute politique des hostilités, des affrontements. Parce que pour nous, au sein des RDP, ce qu'on parle des Congos utiles, c'est l'individu congolais. Bon, 30 juin 1960, 30 juin 2007, ça fait 47 ans. Mais d'après vous, moi je voudrais avoir un peu de la lumière. Est-ce que les guerres récurrentes qui se passent en République démocratique du Congo sont le seul fait du fait que l'étranger ou bien l'investisseur étranger a de la convoitise pour les matières premières de la République démocratique du Congo? Mais je pense qu'il y a quand même des responsabilités au niveau interne. Mais ces responsabilités sont minimes par rapport à l'emprise qu'il y a les trusts, les multinationales et les grandes puissances sur le Congo. Donc je pense que ça c'était un débat qu'on avait fait, une conférence qu'on avait fait sur les crises récurrentes. Nous avions dit que ce ne sont pas des guerres ethniques. Nous avions dit que ce ne sont pas des guerres tribales. Nous avions dit que ce n'étaient pas des guerres civiles non plus. Alors, si les crises récurrentes dans notre pays ne sont ni de guerres tribales, ni de guerres ethniques, ni de guerres civiles, ils sont quoi? Ils sont de guerres par procuration. Il faut, ça c'est sûr. Dans le cas de mon pays, le Congo, depuis même 1885, lors de conférence de Berlin, le Congo a toujours posé un problème. Il a été même à un statut international que toutes les puissances pouvaient y passer, exploiter sans problème. Donc le Congo ressemblait pour moi comme à un gâteau. Vous savez bien, moi je suis allé à une fête dernièrement,
ça m'a venu à l'idée l'image de notre pays, le Congo. J'ai vu une fête d'anniversaire dans laquelle on a invité les adultes, c'était l'anniversaire d'un enfant. On est arrivé, ils ont mis les gâteaux, mais on a demandé self-service à chaque adulte, il partait, il prenait juste un coin. Un coin. Et après, il y a une grande partie des gâteaux qui est restée. On a dit, les enfants, venez, prenez, allez manger. Mais j'ai pris toujours l'image de l'Afrique, du continent Afrique, quand ils ont fait les partages des gâteaux, comme on dit, c'était comme ça. C'est-à-dire que les grandes puissances, quand ils sont arrivés en Afrique en 1800 pour partager l'Afrique, alors ces grandes puissances, ils ont pris les rebords du continent et ils ne savaient pas que la concentration de tous les ingrédients du gâteau, ça se trouvait au centre de l'Afrique. Alors maintenant, il me dit, écoute, j'ai déjà pris ma part. Comment faire? Belgique, les petits pays, venez, prenez ça. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils auront toujours l'influence sur la Belgique. S'ils veulent manger, ils partiront manger et que le pays, l'enfant, une petite puissance, ne pourra pas quand même l'empêcher de le faire. Voilà l'état dans lequel a toujours perduré d'autres pays depuis. Et c'est pour cela que c'est encore très difficile. Pour mettre fin à cela, il faudrait qu'à un moment donné, que nous-mêmes, les Congolais, que nous disons non, ça suffit. Et que nous prenions notre responsabilité à main pour dire que nous avons aussi les droits de disposer de nos richesses et que nous pouvons le faire. Et qu'aujourd'hui, 47 ans après, nous avons été dans vos écoles en Europe. Et je ne vois pas de raison que maintenant, que moi que j'ai fait les écoles en France, je ne vois pas aujourd'hui pourquoi c'est moi qui devais aller me mettre à genoux devant mon ami, mon collègue qui est devenu ministre en France. Moi, je ne pense pas. Je crois que le temps est venu, 47 ans, c'est beaucoup. Nous devons quand même dire non. Nous devons avoir quand même notre analyse, notre propre analyse, en tant que les Congolais, et tirer des conséquences et des conclusions par rapport à l'appréciation de nos propres faits, de notre propre analyse, et pour conduire notre pays tel que nous voulons, bien entendu, avec la mondialisation, avec l'interdépendance entre les États, nous ne pouvons pas évoluer seuls. Il faut aller avec les autres, avec d'autres pays. Mais moi, je pense que la meilleure façon pour servir l'humanité ou la mondialisation, c'est de servir les Congos, dont d'ailleurs cette humanité a besoin. Je voudrais savoir si vous pensez que le Congo est un pays